témoignage de Marcus Sahel recueilli par le Dr Zafari, transmis au détective Patricia Owem, transcription intégrale non éditée, transmission effectuée avec le consentement libre, éclairé et explicite du patient Marcus Sahel. Statut des autres membres du groupe introuvable. Bonjour, monsieur Hall, je vous écoute, c'est quand vous voulez. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Vous pouvez noter ou pas, ça n'a plus d'importance. Les 3 autres ne reviendront pas. Je le sais parce que je comprends maintenant ce qui s'est passé, et ce que je comprends, c'est que ce n'est pas moi qui aurais dû sortir. Mais je vais commencer par le début, parce que si je commence par la fin, vous allez appeler quelqu'un avec une seringue, et je n'aurai pas eu le temps de tout dire. On s'appelait les Voidwalkers, je sais que ça fait gamin. On avait tous la trentaine, on avait tous des boulots corrects, des apparts corrects, des vies correctes, et le week-end, on entrait dans des endroits abandonnés et on filmait. Pas pour le frisson, enfin pas seulement, pour documenter, pour regarder ce que le temps fait aux choses que les gens laissent derrière eux. On était 4. Moi, Marcus, Danny, qui faisait le montage et tenait notre chaîne YouTube. Jessie, le technicien, celui qui avait toujours le bon équipement. Et Cara, qui avait commencé comme spectatrice de la chaîne et qu'on avait fini par embarquer parce qu'elle connaissait des endroits que personne d'autre ne connaissait. C'est Cara qui avait trouvé la maison. Un post sur un forum d'Urbex, un compte créé le jour même, supprimé le lendemain. Une photo prise de loin, floue, une maison victorienne au bout d'un chemin de terre dans ce qu'on devinait être la campagne de l'Ohio. Et en dessous, une seule ligne de texte. Comptez les fenêtres de l'extérieur, puis entrez et recomptez. Vous n'obtiendrez pas le même chiffre. Cara nous a envoyé le lien à 3h du matin un jeudi. À 7h du matin le vendredi, on avait déjà localisé la maison sur des images satellites. À midi, Jessie avait trouvé les archives du comté. La maison s'appelle encore, j'imagine, les maisons gardent leur nom même quand elles ne devraient plus exister, la maison Agro. Construite entre 1952 et 1959 par un groupement religieux qui n'avait pas de nom officiel dans les documents du comté, mais qui se désignait lui-même, dans les rares papiers qu'on a pu retrouver, comme les chercheurs du seuil. 23 membres. Entrés dans la maison le 14 avril 1959 pour ce que les documents appelaient la cérémonie d'ouverture. Aucun n'en était ressorti. Il n'y avait pas eu d'enquête sérieuse. 1959, l'Ohio rural, une secte de fous. Les autorités locales avaient scellé la maison, cloué des planches sur les fenêtres et étaient passées à autre chose. Le genre d'affaires qu'on enterre parce que les alternatives sont trop compliquées. On est parti le samedi matin. La maison était exactement comme sur la photo. Victorienne, 2 étages, Porsche en bois dont la moitié des lattes avait pourri, peinture blanche devenue gris sale, une boîte aux lettres rouillées avec le nom Hargrove encore lisible. On a commencé par faire le tour avant d'entrer. Protocole standard, Jess a compté les fenêtres. Il le fait toujours pour les plans qu'il dresse ensuite pour savoir à quoi s'attendre à l'intérieur. Méthodique Jessie, il comptait à voix haute et notait sur son carnet. Façade avant, 6 fenêtres, 2 au rez-de-chaussée, 4 au premier étage. Façade droite, 4 fenêtres, 2 par niveau. Façade arrière, 5 fenêtres. Disposition légèrement asymétrique, ce qu'il nota comme une anomalie architecturale mineure. Façade gauche, 4 fenêtres. Total, 19 fenêtres. Une maison normale. Un peu grande peut-être pour une construction de cette époque en milieu rural, mais rien d'impossible. On a retiré les planches de la porte principale. Elles étaient vieilles, fragiles. Elles ont cédé sans résistance, comme si elles attendaient qu'on le fasse. On est entré. C'est Jessie qui l'a remarqué en premier, parce que c'est Jessie qui remarque ce genre de choses. On était dans le couloir central, au rez-de-chaussée. Il avait sorti son plan et il hochait la tête, satisfait. Tout correspondait jusqu'au moment où il s'est arrêté devant une porte qui n'aurait pas dû être là. Entre le salon et ce qui avait dû être une salle à manger, il y avait une porte supplémentaire. Pas une porte secrète, pas un passage dissimulé. Une porte ordinaire avec un chambranle ordinaire dans un mur qui de l'extérieur ne faisait que passer d'une pièce à l'autre sans espace pour quoi que ce soit entre les deux. Jess a sorti son mètre laser. Il a mesuré la distance extérieure entre les 2 pièces, recalculée depuis ses mesures du tour du bâtiment. Il a dit d'une voix très calme, qui était en fait la voix qu'il prenait quand quelque chose le dérangeait vraiment. Ce couloir ne peut pas exister. Il y a 60 cm de mur entre ces 2 pièces vues de l'extérieur. Cette porte ouvre sur au moins 3 mètres de couloir. On a regardé le couloir nous a rendu notre regard. Danny filmait, je l'entendais respirer dans mon dos légèrement trop vite. Cara a dit « On continue ». Personne ne dit non. C'est ça le problème avec les groupes, personne ne dit jamais non le premier parce que personne ne veut être celui qui a eu peur. L'escalier était normal, les marches craquaient, la rampe en bois était instable, tout sentait le renfermé et l'humidité et les 60 ans de fermeture. On montait dans une maison abandonnée. Jusque-là, le premier étage avait un couloir central avec des portes de chaque côté. Jessie en compta 7 portes pour un étage qui de l'extérieur avait 6 fenêtres. Il ne dit rien, il nota. Danny filma chaque porte avant qu'on les ouvre. Elle avait arrêté de commenter, elle commençait toujours les explorations avec une voix de présentation, ce ton de youtubeuse enthousiaste qu'elle avait cultivé, et à ce stade, elle l'avait complètement abandonné. Elle filmait en silence avec une concentration que je ne lui avais jamais vue.
On a ouvert les portes dans l'ordre. Les 5 premières contenaient ce qu'on attendait. Des chambres, des lits défaits dont les matelas avaient pourri, des commodes vides, des papiers peints qui se décollaient en longues lanières, des affaires personnelles laissées là, des chaussures, des vêtements, des livres, les affaires de gens qui étaient partis vite ou qui n'étaient pas partis du tout. La 6e porte s'ouvrait sur un escalier supplémentaire. Un escalier qui descendait. On était au 1er étage. En dessous de nous, il y avait le rez-de-chaussée qu'on venait de quitter. En dessous du rez-de-chaussée, il y avait la dalle de fondation et la terre. Cet escalier descendait vers quelque chose qui ne pouvait pas exister. Jess leva les yeux vers moi. Je secouai la tête. Pas encore. On ouvrit la 7e porte. Une pièce vide, 4 murs blancs, un plancher en bois, une fenêtre. Pas de meubles, pas d'affaires, pas de traces de vie. Juste une chaise au centre de la pièce, tournée vers la porte, comme si quelqu'un avait attendu qu'on arrive. Je restais dans l'embrasure. Les autres entrèrent. Cara tendit la main et toucha le dossier de la chaise. Rien ne se passa. Puis tout se passa en même temps, et je ne compris pas immédiatement ce que je voyais parce que ce que je voyais n'avait pas de cadre dans lequel s'inscrire. L'air dans la pièce changea de texture. Pas de fumée, pas de lumière surnaturelle, rien de ce genre. Plutôt comme quand on règle la mise au point d'un objectif et que ce qui était flou devient net. La pièce était la même. Mais quelque chose dans la pièce était devenu visible que je n'avais pas vu avant. Il y avait des gens, 3 silhouettes, debout, immobiles, à quelques mètres de Danny, Jessie et Cara. Pas des fantômes au sens hollywoodien, pas translucides, pas déformés. Des gens normaux dans des vêtements normaux qui se tenaient là avec la patience de quelqu'un qui attendait depuis longtemps et savait que l'attente touchait à sa fin. Je les regardais depuis le couloir et je ne les voyais qu'à moitié. Ou plutôt, je les voyais, mais ils ne me rendaient pas mon regard. Leurs yeux étaient fixés sur Danny, Jessie et Cara avec une intensité qui n'était pas menaçante. Qui était pire que menaçante. Qui était reconnaissante. Danny dit « Oh », très doucement. Comme quand on retrouve quelque chose qu'on croyait avoir perdu définitivement. La silhouette en face d'elle était une femme, même taille et même charpente. Mais quelque chose dans sa façon de tenir son corps disait qu'elle avait vécu différemment, plus droite, moins défensive, les épaules d'une personne qui n'a pas passé des années à se faire petite. Elle tenait un appareil photo argentique contre sa poitrine comme on tient quelque chose de précieux. Ses mains ne tremblaient pas. Jess ferma son carnet, la silhouette en face de lui était un homme avec les cheveux de Jessie et les yeux de Jessie, mais un visage que le temps avait traité différemment. Pas plus jeune, pas plus vieux, juste moins creusé. À côté de lui, tenant sa main avec le naturel de quelque chose qui dure depuis longtemps, un enfant d'une dizaine d'années qui regardait son père revenir. Jess porta la main à sa bouche. Je ne vis pas la silhouette en face de Cara. Elle me tournait le dos et je ne voulais pas entrer pour mieux voir. Quelque chose dans cette pièce me repoussait. Pas physiquement, plutôt comme l'impossibilité de s'inviter dans un moment qui ne vous appartient pas. Ce que je vis, c'est que Cara s'agenouilla et que la silhouette en face d'elle s'agenouilla aussi. Puis les silhouettes ouvrirent la bouche. Elles dirent toutes les trois la même chose, en même temps, avec des voix qui n'étaient pas des voix de fantômes, mais des voix ordinaires, des voix qui auraient pu appartenir à n'importe qui dans n'importe quelle rue. C'est toi qui es parti. La pièce redevint une pièce vide. Les silhouettes disparurent comme si elles n'avaient jamais été là. Danny, Jessie et Cara restèrent immobiles encore un long moment. Puis Cara se releva lentement et se retourna vers moi et elle avait l'air en paix d'une façon que je ne lui avais jamais vue. D'une façon que je n'avais jamais vue chez personne. C'est ça qui me fit peur. Pas les silhouettes, la paix. Il fallut 20 minutes pour les faire sortir de cette pièce. Pas parce qu'ils résistaient physiquement, parce qu'ils ne voulaient pas partir. Ils restaient là, les trois, à regarder quelque chose que je ne pouvais pas voir, avec des visages qui avaient changé de texture, plus mous, plus ouverts, comme des gens qui ont enlevé quelque chose qu'ils portaient depuis longtemps. Je les appelais par leur prénom. Je haussais la voix. Finalement, je touchai l'épaule de Jessie et il se retourna lentement, comme quelqu'un qu'on réveille. « Il faut partir, dis-je. » On redescendit, ou plutôt je les guidai vers l'escalier et ils me suivirent à contre-cœur en se retournant plusieurs fois. On se retrouva au rez-de-chaussée devant l'escalier qui descendait. « Qu'est-ce que vous avez vu là-haut » demandai-je. Silence, puis Danny dit, choisissant ses mots avec une lenteur inhabituelle. Moi-même, mais pas moi. Quelqu'un qui a fait des choix différents, qui n'avait pas abandonné la photographie pour YouTube, qui n'avait pas quitté Milan, qui avait gardé ce qu'elle avait laissé partir. J'ai dit pareil, une version de moi qui n'avait pas divorcé, qui avait été là quand son fils avait grandi. Cara ne dit rien, je regardais l'escalier du dessous. Et ça vous dit quoi demandai-je. Quelque chose d'effrayant ou quelque chose de... De beau dit Danny. C'est ça qui fait peur. C'est beau. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris plus tard en marchant seul dans ce couloir après qu'ils furent tous partis. La maison ne force personne. C'est ça le plus retors. Pas de contraintes physiques, pas d'hallucinations chimiques, pas d'hypnose. La maison montre simplement quelque chose de vrai. Elle ouvre une porte au sens propre et au sens figuré. Et de l'autre côté, il y a une vie réelle, une vie qui aurait pu exister, qui existe quelque part dans la logique de ce lieu. Et cette vie est meilleure, ou plus complète,
ou simplement différent d'une façon qui correspond exactement à ce que la personne a toujours manqué sans pouvoir le nommer. Et face à ça, face à la version de vous-même qui a fait le bon choix au bon moment, qui n'a pas perdu ce que vous avez perdu, qui tient ce que vous avez laissé tomber, la résistance n'est pas héroïque. Elle est juste triste. Résister, c'est choisir de repartir avec votre vie telle qu'elle est plutôt que d'entrer dans celle qu'elle aurait pu être. Ce n'est pas de la faiblesse de ne pas résister. C'est une honnêteté que la plupart des gens n'ont jamais à pratiquer parce que la plupart des gens ne voient jamais concrètement, clairement, sans ambiguïté, ce qu'ils ont manqué. Dany n'a pas été forcée d'entrer dans sa porte. Elle a simplement vu une femme qui n'avait pas abandonné la photographie pour l'algorithme, qui n'avait pas quitté Milan pour suivre un homme qui ne le méritait pas, qui avait gardé intact ce qu'elle avait sacrifié. Et elle a choisi. Jess a vu son fils. Kara a vu ce que je ne saurais jamais parce qu'elle ne me l'a pas dit et qu'elle n'en a pas eu le temps. Vous me demandez pourquoi ils ne se sont pas battus contre ça? Pourquoi ils n'ont pas reculé, crié, couru? Je vous retourne la question. Si on vous montrait la vie que vous auriez dû avoir, pas une illusion, pas un rêve, quelque chose de réel et de tangible et de chaud et qui vous attendait depuis des décennies, est-ce que vous résisteriez? Honnêtement, est-ce que vous résisteriez? Je les suivis parce que je ne pouvais pas les laisser y aller seuls. L'escalier descendait sur ce qui aurait dû être 2 mètres, la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, et qui était en réalité beaucoup plus. On descendit pendant ce qui parut être 3 ou 4 minutes, dans une obscurité que nos lampes frontales découpaient sans vraiment entamer, et on déboucha dans un couloir. Le couloir avait des portes de chaque côté, beaucoup de portes, plus qu'à l'étage, plus que ce que la géométrie de la maison pouvait contenir. Chaque porte avait quelque chose d'écrit dessus au marqueur noir, une écriture serrée et régulière qui ressemblait à une écriture de comptable, quelqu'un qui avait l'habitude de cataloguer des choses. Jess éclaira la première porte de sa lampe et lut à voix haute. Une date, un prénom, une phrase courte. Thomas Hargrove, 12 mars 1923, la route non prise. Il éclaira la suivante. Eleanor Hargrove, 8 juin 1931, la route non prise. Toutes les portes portaient la même formule finale. Les noms changeaient, les dates changeaient. Les premiers étaient tous des Hargrove, les membres fondateurs du culte, je supposais. Puis d'autres noms apparurent, des visiteurs précédents. Des gens qui étaient venus avant nous et dont personne n'avait signalé la disparition ou dont les signalements s'étaient perdus dans des archives que personne n'avait jamais reliées à cette maison. Jess s'arrêta devant une porte. Son nom, sa date de naissance, la route non prise. Il tendit la main vers la poignée et je dis « Jessie » et il s'arrêta. Il se retourna vers moi. Son visage était calme, d'un calme qui n'était pas de l'indifférence, mais de la résolution. La résolution des gens qui ont pris une décision et ne reviendront pas dessus. Laisse-moi juste regarder. Jessie, on ne sait pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vu ce que c'est là-haut. C'est réel. Ils étaient réels. Il n'était pas réel. Il n'y avait personne dans cette pièce quand on est entré. Il posa sa main sur mon épaule une seconde, comme pour me stabiliser. Marcus, il y avait quelqu'un dans cette pièce depuis 1959. Ils attendaient qu'on vienne. Il ouvrit la porte. Je regardais par-dessus son épaule parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. La pièce derrière la porte était une cuisine. Une cuisine ordinaire, années 90, du lino au sol et des placards blancs et une fenêtre qui donnait sur quelque chose que je ne reconnaissais pas. C'était pas l'Ohio, pas la campagne. Une lumière différente, une lumière de fin d'après-midi en était quelque part. Un quelque part qui n'était pas ici. Sur la table, il y avait 2 assiettes, 2 verres, les restes d'un repas pas encore fini. Quelqu'un avait cuisiné. Quelqu'un attendait que Jessie rentre. L'enfant que j'avais vu dans la pièce vide était assis à la table. Il leva les yeux vers la porte. Il vit Jessie et il dit, avec la voix d'un enfant de 10 ans qui voit son père revenir après une longue absence, avec une simplicité qui était la chose la plus insupportable que j'ai jamais entendue. Papa, t'es en retard. Jess fit un bruit que je n'avais pas entendu chez un adulte depuis très longtemps. Un bruit sans nom, court, qu'on fait quand quelque chose cède à l'intérieur qu'on croyait avoir perdu le droit de ressentir. Il entra. « Jessie !» dis-je, « Jessie !» Il se retourna une dernière fois. Son visage était défait et reconstruit en même temps. Il dit « Va-t'en Marcus, trouve la sortie. Tu vas rester là. » Il regarda l'enfant. Il regarda la table mise pour 2. Il regarda la fenêtre et la lumière d'été qui n'existait pas. « Je suis déjà là, dit-il. » La porte se referma. Dany trouva sa porte 30 mètres plus loin. Elle se retourna vers moi avant d'entrer. Elle avait les yeux brillants, pas de larmes, quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à un soulagement que je ne m'expliquais pas. Tu devrais chercher la tienne. Je cherche la sortie, C'est la même chose. dit-elle. Elle entra. La porte se referma, Kara et moi continuâmes seuls. Le couloir n'en finissait pas. On marchait depuis et je n'avais plus aucune notion du temps. Ma montre s'était arrêtée quelque part dans la descente. Le téléphone n'avait plus de signal depuis qu'on avait passé le seuil de la maison. On marchait et les portes défilaient et les noms changeaient. Aucun n'était le mien. Kara s'arrêta. Elle regarda une porte. Elle n'eut pas besoin de l'expliquer. Elle le savait. La maison le lui avait dit d'une façon que je ne comprendrais sans doute jamais. Elle se tourna vers moi. La tienne est plus loin, Comment tu sais ? parce que t'as pas encore vu ce que nous avons vu là-haut. dit-elle. La maison n'est pas prête pour toi, ou alors t'es pas prêt pour elle. Kara. Va chercher la sortie. Elle était là depuis le début, tu le sais ?
Elle ouvrit sa porte. Je voulus la retenir. Je tendis la main. Elle dit, dans l'embrasure, me regardant une dernière fois, et sa voix avec quelque chose de doux, de définitif, quelque chose qui ressemblait à de la pitié. C'est toi qui es parti, Marcus. La porte se referma. Je marchais encore longtemps. Les portes continuèrent, des noms que je ne reconnaissais pas, des dates qui semblaient récentes, des gens qui étaient venus et n'étaient pas repartis. Des visiteurs, des curieux, des urbex comme nous, qui avaient trouvé la maison sur un forum et qui n'avaient pas posté de retour d'expérience parce qu'il n'y avait plus personne pour poster. Ma porte n'apparut jamais. À un moment, le couloir s'arrêta. Pas une porte, pas une impasse. Juste à la fin du couloir, un mur de bois ordinaire avec une petite fenêtre rectangulaire tout en haut. Et de la lumière de l'autre côté, la lumière grise de l'Ohio en novembre. Je poussai le mur, il s'ouvrit comme une porte qu'on n'a pas reconnue comme telle. Je sortis dans le jardin derrière la maison, dans l'herbe haute et froide, sous un ciel blanc qui n'avait aucune opinion sur ce que je venais de traverser. Je me retournai. La maison était derrière moi. 2 étages, façade arrière, 5 fenêtres. Je les comptais 3 fois. 5 fenêtres. Pas une de plus. Vous m'avez demandé pourquoi je suis le seul à être sorti. Je vous ai dit que ma porte n'existait pas. Que le couloir n'avait pas de porte à mon nom, pas d'autre version de moi qui m'attendait derrière un battant en bois avec une inscription au marqueur noir. Vous allez me demander si c'est une bonne chose. Je ne sais pas vous répondre. Cara avait dit « La maison n'est pas prête pour toi ou tu n'es pas prêt pour elle ». J'ai pensé à ça pendant les 2 jours que j'ai mis à marcher jusqu'à la route principale et à trouver quelqu'un qui veuille bien s'arrêter pour un homme qui n'avait plus de téléphone, de voiture et plus de mots pour décrire ce qui lui était arrivé. Voilà ce que j'ai conclu. Il y a 2 raisons pour lesquelles la maison n'aurait pas de porte à mon nom. La première, je n'ai pas de regrets, pas de route non prise, pas de vie alternative qui m'attende quelque part. Chaque choix que j'ai fait était le bon, ou du moins le mien, et je n'aurais pas voulu être autre chose que ce que je suis. La deuxième, il n'y a pas d'autre version de moi possible. Pas parce que j'ai bien vécu, mais parce que je n'aurais pas pu vivre autrement. Parce que je suis le genre de personne qui n'a qu'une seule trajectoire, qu'une seule façon d'être, sans bifurcation, sans alternative. Parce que je suis dans le vocabulaire de ces gens qui ont construit cette maison, une route et non une intersection. Je ne sais pas laquelle de ces 2 explications est la bonne. Je ne sais pas laquelle est la plus terrifiante. Ce que je sais, c'est que Cara avait raison. C'est moi qui suis parti, pas eux. Eux sont restés avec ce qu'ils auraient pu être. Moi, je suis sorti avec ce que je suis. Collision diagnostique d'épisodes psychotiques brefs à contenu élaboré. Le récit de M. Hale est incompatible avec la réalité physique établie sur site. Il n'existe pas de sous-sol. Il n'existe pas de couloir. Il n'existe pas de porte. Le patient n'est pas dangereux. Une sortie sous contrôle est envisageable dans un délai de 4 à 6 semaines. Je consigne ci-dessous 2 éléments transmis à mon bureau en cours de rédaction de ce rapport. Il ne modifie pas le diagnostic. Premier élément. Le rapport d'inspection de la maison Hargrove, établi par l'expert en bâtiment mandaté par le tribunal, daté du 5 novembre, dénombre 26 fenêtres depuis l'intérieur de la propriété, pièce par pièce. Le rapport sont signés et assermentés. Aucune demande de contre-expertise n'a été formulée à ce jour. Second élément. Le 14 novembre 2023, soit 9 jours après l'internement de M. Hale, qui était sans accès au monde extérieur depuis le 5 novembre. Le bureau des impôts de Harlan County a reçu 3 avis de changement d'adresse au nom de Daniela Ferris, Jesse Kowalski et Cara Nguyen. Les signatures ont été soumises à analyse graphologique. Elles sont authentiques. Le cachet postal indique le 13 novembre 2023. La nouvelle adresse déclarée par les 3 personnes portées disparues est la suivante. 114 Hargrove Road, Harlan County, Ohio. Je conclus à un épisode psychotique bref. Dr Kamiar Zarifi.